Quand j'étais jeune, ma mère me disait tout le temps « Lave ta nectarine avant de la manger, c'est plein de pesticides ». Ça fait longtemps que j'en entends parler, mais c'est quoi au juste des pesticides? Pour le savoir, faisons un petit peu d'étymologie. Pesticide, ça vient de peste, qui est un terme anglais qui signifie fléau ou maladie. Donc, rien à voir avec l'expression « You are my pest friend ». Et le cide de pesticide, c'est un suffixe latin qui est l'équivalent de tuer. Donc, un pesticide, c'est carrément un John Wick botanique. Le mot pesticide est apparu dans les années 30, ce qui veut dire qu'avant ça, il y en avait en masse des pissenlits. La SST expliquée avec François-Étienne Paré. Et dans l'ère moderne, plus concrètement et sérieusement, c'est quoi un pesticide? Caroline Joly, chercheuse, nous explique. Un pesticide, c'est en fait conçu pour détruire et contrôler les ravageurs, soit des organismes qui sont jugés indésirables ou nuisibles. Alors, au Québec, on va utiliser la terminologie pesticide au niveau du langage courant, mais aussi de la réglementation. Il existe d'autres terminologies, comme les produits antiparasitaires, qui vont être, par exemple, nommés par Santé Canada, l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire. Et en Europe, on utilise aussi produits phytosanitaires ou produits phytopharmaceutiques. Un pesticide, en fait, c'est comme un gros cocktail. Il est constitué d'un ou de plusieurs ingrédients actifs. Donc ça, c'est la partie des pesticides qui permettent vraiment de détruire les ravageurs. Et pour finalement augmenter les propriétés de ces ingrédients actifs, il y a également des adjuvants qui pourraient, par exemple, augmenter la capacité collante du pesticide sur la plante. Il y a différents milieux de travail dans lesquels les pesticides sont utilisés, comme par exemple l'agriculture. Quand on pense à l'agriculture, on va souvent penser à la production végétale, les céréales, les fruits, les légumes. Il y a également le secteur de l'horticulture et également la production animale, avec des pesticides qui visent plus à prévenir ou à guérir des maladies chez les animaux. Ils sont également utilisés dans les espaces verts, les parcs, les jardins ou les cours résidentiels. Les pesticides peuvent aussi être utilisés sur les terrains de golf, par exemple, ou dans les milieux forestiers. Et finalement, il existe aussi l'utilisation de pesticides dans tout ce qui est le domaine de l'extermination, que ce soit résidentiel ou commercial. Et quels sont les principaux pesticides? Michel Bouchard, professeur titulaire département de santé environnementale et santé au travail et titulaire de la chaire d'analyse et de gestion des risques toxicologiques, nous explique. Comme l'a mentionné Caroline, les pesticides visent à éliminer les ravageurs. Les pesticides sont donc principalement catégorisés selon leur cible, c'est-à-dire les ravageurs qui vont viser à éliminer. Les pesticides, on peut les catégoriser de différentes façons. On va parler d'herbicides contre les mauvaises herbes, d'insecticides contre les insectes, les fongicides contre les champignons, les rodenticides contre les rongeurs. Puis là, je vais vous donner des mots un petit peu exotiques pour vous donner des exemples de pesticides. Donc, des exemples de pesticides peuvent inclure notamment le glyphosate, cet herbicide qui a fait tant de bruit et qui est un des pesticides les plus vendus au monde. On a aussi la catégorie des insecticides organophosphorés. Donc, on peut nommer le chlorpyrifos et le malathion. On a aussi l'imidacloprid dans la catégorie des néonicotinoïdes. Donc, on a eu les cas des intoxications au niveau des abeilles qu'on peut citer en lien avec ce pesticide-là. Et vous avez peut-être aussi entendu parler des organochlorés qui ont été largement utilisés dans le passé, comme le DDT. On peut catégoriser les pesticides selon le cible, comme je viens de mentionner, mais on peut aussi les catégoriser selon leur composition chimique. Et on peut parler à ce moment-là de mots encore exotiques comme les pyréthrinoïdes, les organophosphorés, les carbamates, etc. Au début de l'épisode, je vous ai fait l'étymologie du mot pesticide. Alors, je ressors mon dictionnaire, le petit Paré, pour vous décortiquer les mots glyphosate, organophosphoré et néonicotinoïdes. Bon, là, mon réalisateur me fait des gros yeux, alors on le fera pas, malheureusement. Par contre, on va essayer de savoir comment ces mots-là ou ces produits-là sont absorbés par le corps. Les pesticides peuvent être absorbés par différentes voies, par inhalation, donc par les voies respiratoires. On peut citer en exemple les travailleurs et travailleuses qui sont exposés lors d'applications de pesticides qui vont générer ce qu'on appelle des aérosols. On peut aussi être exposé par voie cutanée, c'est-à-dire par contact avec des surfaces ou des équipements qui sont contaminés ou encore lors d'incidents.
Et troisièmement aussi, on peut être exposé par ingestion. Dans la population générale, c'est en mangeant des aliments qui contiennent des résidus de pesticides ou encore en milieu de travail, c'est par comportement main-bouche, donc en emmenant ses mains contaminées à la bouche. Chez les travailleurs, en fait, on va considérer que c'est la voie cutanée qui est la voie d'exposition principale. Par contre, au niveau de l'absorption, on considère que l'absorption peut être importante par ingestion, donc à cause d'un comportement main-bouche en portant les mains à sa bouche. Il y a de nombreuses études qui ont évalué les effets qui sont associés à l'exposition aux pesticides en milieu de travail. Ces effets peuvent aller de symptômes comme des irritations, des maux de tête, à l'apparition de signes cliniques comme des maladies. Et les risques, en fait, vont dépendre du pesticide lui-même, de sa formulation, du niveau d'exposition, de la fréquence et la durée d'exposition et aussi d'autres facteurs, comme entre autres des facteurs qui sont reliés à l'individu. On utilise les pesticides pour se protéger contre les nuisances, mais je comprends qu'il faut aussi se protéger contre les pesticides. C'est d'ailleurs écrit sur la bouteille que je dois me protéger avec un équipement adéquat. Adéquat. Oh! Attendez une minute. Ah, voilà! J'ai de la misère à respirer, mais je suis certain que mon masque de plongée me garde en sécurité. Hey, c'est-tu moi ou c'est dégueu porter un wetsuit quand on n'est pas dans l'eau? Caroline nous explique comment les gens se protègent des pesticides dans leur milieu de travail. Il existe différentes mesures pour protéger les travailleurs et les travailleuses lors de l'utilisation des pesticides. Ces mesures doivent permettre de protéger les personnes lorsqu'effectivement ils manipulent ou ils pulvérisent les pesticides, mais également les protéger face aux résidus de pesticides qui sont déposés dans l'environnement de travail, comme l'a mentionné tout à l'heure Michel. On peut penser tout d'abord aux équipements de protection individuelle, comme par exemple le masque ou l'appareil de protection respiratoire qui vient protéger finalement les voies respiratoires. Et souvent, c'est un équipement que les personnes vont facilement utiliser parce que certains pesticides vont avoir une odeur particulière, ça sent pas bon, donc ils veulent finalement se protéger au niveau respiratoire. Il existe d'autres types d'équipements de protection individuelle comme des vêtements de protection, des gants, des bottes qui vont plutôt protéger au niveau cutané. Les équipements de protection individuelle, ce sont des mesures qui sont souvent mises de l'avant, mais qui finalement viennent porter une responsabilité individuelle sur l'utilisateur de pesticides. Et il est important de noter qu'elles ne sont pas forcément efficaces à 100%. C'est pourquoi il est important aussi de mobiliser des mesures complémentaires qui vont viser finalement à réduire ou à supprimer l'exposition aux pesticides. On peut penser à la formation qui vise par exemple la sensibilisation aux risques, au choix des équipements de travail ou des choix par exemple de la machinerie qui va être utilisée comme des tracteurs avec cabine avec des filtres à charbon qui vont protéger l'agriculteur lors de l'épandage des pesticides, lors de la pulvérisation des pesticides. Également, le choix du pulvérisateur en tant que tel. Il existe des pulvérisateurs qui offrent des pulvérisations ciblées qui vont, oui, protéger l'environnement, mais également qui pourraient être intéressantes pour réduire les résidus sur l'équipement lors de l'interaction, finalement, entre le travailleur ou la travailleuse avec l'équipement lorsqu'ils vont remplir la cuve de pesticides. L'aménagement des lieux est également important. Par exemple, le lieu de préparation des pesticides, lorsque les personnes vont peser la matière première avant de l'insérer dans la cuve de pesticides. Donc, où est-ce qu'on place la balance? Comment on organise notre entrepôt à pesticides? L'utilisation de pesticides considérés à moindre risque, comme par exemple la confusion sexuelle. En pomiculture, ils vont utiliser par exemple des petits bâtonnets où il y a des phéromones dessus. Ces bâtonnets vont être accrochés directement dans les arbres. Et en fait, ça vise à perturber le cycle de reproduction de Carpocaps, qui est un petit papillon qui est un des ravageurs finalement qu'on retrouve en pomiculture au Québec. Ou l'utilisation de pratiques alternatives aux pesticides, comme l'éclaircissage mécanique. Si je reste en pomiculture, en fait, un pommier a des bouquets fleuraux, et donc ça donne des bouquets de pommes par la suite. Et pour favoriser finalement une belle taille de pommes, mais aussi une belle coloration des pommes, c'est important de défaire, si on veut, ces bouquets-là, et donc d'avoir un nombre plus réduit de pommes sur l'arbre. L'éclaircissage mécanique, ça consiste en fait à venir fouetter l'arbre et donc enlever une partie des fleurs pour finalement réduire la charge après sur l'arbre. Et sur quoi portent les recherches que vous faites en ce moment à l'IRSST concernant les pesticides? Donc, au niveau des projets de recherche de notre équipe à l'Université de Montréal, en collaboration avec l'IRSST, on mène présentement une étude sur l'exposition au glyphosate chez les travailleurs agricoles.
Nous avons collecté près de 1300 échantillons d'urine auprès d'environ 70 travailleurs au courant de l'été 2024 et 2025. Ceci nous permet de suivre les niveaux de glyphosate chez un travailleur après une application d'herbicide à base de glyphosate, comme par exemple le Roundup, le Storm, le Factor 540, ou encore après un travail dans un champ traité, par exemple un semis, une irrigation, une plantation. Puis l'idée de ce projet-là, c'est de vraiment vérifier l'importance de l'exposition au glyphosate et les doses réellement absorbées de glyphosate chez les travailleurs et travailleuses, en fonction de leurs tâches notamment, aussi en fonction des différents types de cultures agricoles, par exemple la culture de maïs et de soya, la culture maraîchère comme la laitue, la culture de bleuets. Et au terme du projet, l'idée, c'est de faire des recommandations auprès des travailleurs et travailleuses qui sont adaptés pour limiter leur exposition au glyphosate. Les deux principaux projets de recherche sur lesquels je travaille actuellement en lien avec les pesticides sont très complémentaires en fait au projet de Michel. De notre côté, on est un peu plus au niveau des mesures pour protéger les travailleurs et les travailleuses. Donc, le premier projet est porté par Ludovic Tuduri, qui est actuellement à l'Université de Bordeaux en France. C'est un ancien chercheur de l'IRSST. Et ce projet vise à développer une méthodologie pour comparer les vêtements actuellement portés par les pomiculteurs lors de l'utilisation des pesticides à des vêtements qui sont normés au niveau de la norme ISO 26065. On cherche à les comparer selon différents aspects. Premièrement, par rapport à l'efficacité de résistance chimique. Donc, est-ce que finalement, les deux catégories de vêtements répondent à l'objectif de protéger les travailleurs et les travailleuses à l'exposition aux pesticides lorsqu'ils sont utilisés? Et également, on vise à étudier le confort. Il y a différents aspects au niveau du confort. Ça peut être l'adaptation aux tâches. Ça peut être, par exemple, la possibilité, la flexibilité qu'on a dans le vêtement lorsqu'on réalise certains mouvements. Est-ce que le vêtement va glisser ou non sur le siège du tracteur? Est-ce qu'il va être, le tissu va être même agréable sur la peau, etc. Un deuxième projet sur lequel je travaille actuellement, c'est un projet qui s'intéresse à la conception des pulvérisateurs. Ce projet est mené en collaboration avec différentes universités comme l'Université de Montréal, l'Université Laval et également avec l'IRDA, qui est l'Institut de recherche et de développement en agro-environnement. L'objectif de ce projet est d'élaborer des critères de conception pour les pulvérisateurs arboricoles, donc la production fruitière et plus spécifiquement les arbres fruitiers comme les pommiers, mais aussi de faire ressortir des critères de conception plus transversaux sur différents types de pulvérisateurs en agriculture. Merci à Caroline Joly et à Michel Bouchard. Je vous invite à écouter les autres épisodes de la SST expliquée sur votre plateforme préférée.